Salut Ludo, ça va? Ouais, salut Alex. Ouais, ça va. Super. Bon, alors tu commences l'année avec une actualité. Tu as écrit un bouquin, tu peux nous en J'ai parler? j'ai des petites coupures là. Voilà. Ouais. Oui, ça lag un peu, mais t'en fais pas, ça va se rétablir. Est-ce que tu peux nous parler du livre que tu as écrit? Alors le livre en fait retrace ma vie en fait, du plus petit de mes souvenirs Hein. jusqu'à maintenant. Et en fait, je me suis imprégné vraiment. J'ai beaucoup lu, beaucoup d'ouvrages, et je me suis imprégné vraiment qu'on le veuille ou non, de mon système émotionnel qui était lié, je le savais pas encore, au système politique, quoi. C'est vraiment des chocs dus à la politique qui m'ont amené en fait à être qui je suis et à écrire en fait cet ouvrage sur les années Mitterrand. Je pars des années Mitterrand parce que c'est mon année de naissance, hein, c'est 74. C'était sous Giscard, mais j'ai commencé vraiment à saisir quelques trucs sous les années Mitterrand. Et ça m'a permis en fait de m'ouvrir à plein de choses parce que j'ai réussi à enquêter sur des choses qui étaient liées à ces années-là. Et étant donné que j'ai évolué, tu le sais, sur des théâtres opérationnels, sous les années Mitterrand aussi, ben, en fait, ça m'a détruit mon système émotionnel, mais j'ai réussi derrière à travailler sur moi, à travailler avec plein de gens. Tu en fais partie aussi parce que tu m'as amené beaucoup de choses et à réfléchir sur le système politique, sur le système géoéconomique, sur le système économique français aussi, et à me dire qu'il y a énormément de solutions grâce à l'intelligence émotionnelle qui peut amener, en fait, pour moi, l'intelligence émotionnelle peut amener sur une intelligence collective, une intelligence alimentaire, une intelligence productive. Parce que dès l'instant où, comme j'explique dans le livre aussi, on peut, si, Je vais me permettre de t'interrompre parce que là on a ouais, démarré sur les chapeaux de roue, c'est un peu l'idée aussi. Alors qui tu es, parce que les gens qui vont euh, écouter, voir cette entrevue, vont se dire, mais bon, d'accord, mais qui c'est et d'où il parle? Qu'est-ce qu'il a fait, ce Ludo Rouquette? Tu peux te alors présenter? en fait, je suis né en Aveyron, en 74, comme je disais, et donc je me suis arrêté très tôt à l'école parce que j'étais à scolaire, la grande fabrique ne me correspondait pas, et je me suis engagé à l'armée. Donc j'ai fait plusieurs théâtres opérationnels, j'ai fait le Rwanda, j'ai fait l'ex-Yougoslavie, voilà, j'ai fait les Balkans un peu plus large, après j'ai fait l'Éthiopie, j'ai fait Djibouti, et ensuite ben, j'ai arrêté, j'ai démissionné pour rester avec mes enfants, je suis resté 2 ans en congé parental. Après ça, ben, j'ai fait d'autres choses, j'ai été garde du corps aussi, et ensuite, j'ai eu un syndrome de stress post-traumatique et j'ai réussi, en fait, voilà, c'est un peu grâce à ça aussi que j'ai évolué sur le système émotionnel. Et là, maintenant, je travaille dans une carrière, en fait, une extraction de cailloux. Et à côté, j'ai une société qui s'appelle Contact, parce que j'aime bien garder le contact. Et en fait, je fais des conférences sur la gestion émotionnelle et l'analyse comportementale des individus. Voilà qui je suis. Bon, super. Bon, je suppose que les syndromes post-traumatiques viennent essentiellement de ce à quoi tu as pu assister au Rwanda, qui était un carnage, hein. On se rappelle du film Hôtel Rwanda, Ouais, dont certaines images de mémoire au début sont réelles. Je crois qu'il y a certaines images ouais, qui sont pas fictives. Et c'était vraiment un carnage. Donc c'est difficile, même pour un homme entraîné. Alors nous, on a eu l'un comme l'autre, hein, des entraînements spécifiques dus à nos métiers. Même pour quelqu'un qui est entraîné moralement, qui se dit qu'il va y aller sur des théâtres d'opération ou des choses dures. Même quand on se dit ça, on n'est pas totalement armé. En tout cas, notre physiologie et notre psychologie ne sont pas complètement verrouillées à ce qu'on perçoit du réel. Et donc ces syndromes, c'est bien ça dont on parle. Syndrome post-traumatique, c'est bien ça dont tu veux parler. ouais. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est qu'en fait, voilà, le truc, c'est
ce qu'on n'apprend pas, je pense, après, c'est valable pour tout, hein. C'est valable pour le système militaire comme pour le système professionnel ou le système amoureux, hein. C'est exactement la même chose. Je reviens toujours sur ça parce que c'est mon credo et puis c'est ce qui peut faire évoluer l'humanité, c'est de reconnaître son système émotionnel. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai eu ce syndrome de stress, c'est qu'en fait, j'ai senti des choses qui se passaient dans mon corps que je ne comprenais pas, des choses physiques, pas des choses psychologiques parce que j'étais pas encore assez, je poussais pas encore assez la chose, mais je sentais des problèmes physiques, des maux de dos, mal au plexus solaire, des tiraillements dans la poitrine, donc du flip total, parce que je me disais, mais qu'est-ce que j'ai? Je suis malade, j'ai quelque chose. Et donc, c'est tout le conscient et l'inconscient de la nuit qui travaillent, parce que ça, c'est pareil, je me suis vachement intéressé au cerveau aussi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit. J'ai dit, je vais écrire, et c'est là où, en fait, j'ai commencé à enquêter sur tout ce que j'avais fait et où on m'avait envoyé, pour quelles raisons on m'avait envoyé là-bas. Enfin, on avait envoyé l'armée française et tout. Et en fait, je me suis dit, j'ai lu, par exemple, Ansel, qui est un officier qui, moi, je trouve, maintenant est en concordance avec mes idées. Et on oublie qu'en fait, quand on travaille sous forme d'éthique, je pense que les grands de ce monde oublient que derrière, ce qu'il y a de bien pour des gens comme nous, des bien-pensants, des bienveillants, il y a la morale qui prend le dessus. Et quand la morale prend le dessus, on est beaucoup plus guerrier qu'un guerrier qui travaille qu'avec l'éthique. Parce qu'on a un cœur qui est vachement ouvert. Et si le cœur s'ouvre, en fait, je pense qu'on est beaucoup plus apte à faire certaines choses. Oui. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu tracer. Encore faut-il définir l'éthique et la loyauté, parce que c'est souvent des choses qu'on rabâche dans les corps constitués, hein. Être loyal, mais loyal à quoi? Et qu'est-ce que l'éthique? Parce que l'éthique, pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez juste, d'assez moral. C'est-à-dire, on ne fait pas de mal Ouais. à l'autre s'il n'y a pas lieu d'être en légitime défense par rapport à lui. C'est pas pique-lui ses ressources parce que c'est un inférieur. C'est pas ça l'éthique, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de concepts qui sont enseignés pour que les gens obéissent et qui posent question après en soi au niveau du subconscient, au niveau de ce qui remonte parce que justement on n'a pas été vraiment aligné avec ces valeurs. Et je pense que c'est très très intéressant que tu puisses en témoigner dans un livre que tu as écrit, euh, parce que aujourd'hui, si on doit considérer les crises à venir sur nos territoires, nous avons actuellement des élus, des maires, qui ne sont pas forcément issus du corps constitué des primo-intervenants. Ce ne sont pas forcément des gens qui ont eu à vivre le sang, les larmes. Ce ne sont pas forcément des gens qui sont très armés ou très guerriers face à des situations de crise qui peuvent être mortifères. Et pour autant, quand ils prennent des responsabilités sur les territoires, on attend d'eux qu'ils deviennent, pour les maires, les chefs des opérations de secours. C'est pas rien, chef des opérations de secours, quand on se retrouve dans une crise. Une crise qui peut, comme à la Vésuve, faire des dizaines de morts et des disparus. C'est pas rien que de se faire enfiler une cape de super-héros quand on n'en a jamais eu la formation ni l'expérience de terrain. Donc, ton livre, je vais te laisser en parler, cette intelligence émotionnelle, elle est nécessaire pour toutes ces personnes, tous ces élus, tous ces maires qui se retrouvent dans un monde qui bouge de plus en plus instable, avec des crises qui peuvent arriver par le cyber, la cybersécurité, qui peut déstabiliser des chaînes d'approvisionnement alimentaire. Et donc, comment vont-ils devoir pouvoir gérer émotionnellement ces choses? Tu en parles. Voilà, en fait, dans le livre, je parle de docilité du peuple. Et quand le peuple est docile, en fait, les gens, comme là on parle des maires, j'ai eu l'occasion, moi, quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, de discuter sur des ronds-points avec des Gilets jaunes. Et je leur disais, OK, vous allez partir, vous voulez aller au carton. Le truc, c'est qu'en fait, quand il y a du mauvais lead, en fait, on est sûr de partir au carton. Moi, comme j'expliquais aux gens, on en avait parlé à Alex tous les deux, à propos du DICRIM, j'arrivais et je disais aux Gilets jaunes, OK, vous allez être dans la merde au niveau de l'alimentation, au niveau de la sécurité, au niveau du sanitaire aussi. Les primo-intervenants, ceux qui vous doivent en fait la sécurité, tu m'arrêtes si je me trompe,
c'est vos maires, en fait. C'est les maires de vos communes. Vous habitez sur une commune. Si vous avez quoi que ce soit qui vous arrive, un problème de sécurité ou quoi, le primo-intervenant, c'est le maire. Et donc, je leur disais, réfléchissez depuis 68 toutes les manifestations qu'il y a eu. On dépose, en fait, en mairie ou en préfecture, on dépose, en fait, un droit de manifester. On donne une ligne à suivre. Et je dis, c'est ni plus ni moins du parquage, quoi. C'est du parquage et on dirige les gens. Le rapport de force, il sera toujours merdique. Il sera toujours contre les manifestants. Donc, j'expliquais aux mecs, je leur disais, arrêtez d'aller manifester, de vous faire exploser la tronche. Allez voir vos maires. Il vaut mieux 36 élus avec une écharpe tricolore qui montent à l'Élysée ou à Paris manifester que 200 000 personnes contre 200 CRS ou 200 gendarmes qui balancent des grenades. C'est facile à dire. Moi, comme je leur disais, je dis c'est toujours facile à dire, mais il vaut mieux y aller tranquillement, discutant avec un maire en expliquant les situations de crise et dire on a besoin de vous. Et là, vraiment, quand on dit à quelqu'un on a besoin de vous, c'est différent d'aller directement gueuler. C'est-à-dire qu'en fait, on va donner de l'importance à la personne, à l'humanité. En fait, on va parler au maire au niveau de l'humain, et c'est là où le dialogue est vachement plus fluide. Et c'est l'intelligence émotionnelle, elle sert à ça, en fait. C'est-à-dire que, pardon, quand on arrive à se comprendre et à ressentir ce qu'on a besoin de dire, c'est que du ressenti physique qui remonte après sur de la parole. Mais en fait, on emploie les bons mots parce qu'en fait, on se dit, OK, ce que j'ai dans la tête, la personne en face de moi, elle n'a pas la même tête que moi. Elle n'a pas le même cerveau. Je ne suis pas là pour rentrer mon cerveau, mes idées dans sa tête. Je suis juste là pour lui faire comprendre et essayer de lui faire admettre que quelquefois, les administrés, l'habitant peut avoir raison. Et c'est là où, en fait, il faut travailler avec les maires pour qu'eux aient le même échange. C'est l'effet miroir. Que le maire se dise, OK, je suis maire d'une commune, je suis plus haut qu'eux. Non, il est au même niveau. S'il y a une crise alimentaire, on devient des animaux. Qu'ils soient maires ou habitants, ça sera la même merde. Il n'aura rien à bouffer. Et il deviendra comme les autres. Voilà. Alors, dans ton livre, qui sort quand et chez quel éditeur? Il sort chez Hachette et Baudelaire début avril. Il s'appelle, né en 74, Le Chamboule-Tout. Ok. Donc, dans ce livre, tu évoques ces théâtres d'opération un peu ou... Ouais. Non. J'évoque le Rwanda. Donc, le Rwanda, 600 000 morts en 3 mois. Donc, évidemment, avec partout où j'ai été, en fait, tous les contextes, quand j'ai pu me déplacer, tu t'aperçois qu'il y a des choses qui sont en place avec des marquages spécifiques sur des caisses. C'est en pleine jungle. Tu te dis, à l'époque, je ne me disais pas comment c'est arrivé là. Mais c'est avec l'âge, la maturité, la sagesse, je me dis, mais est-ce que c'est pas du truc? Pourquoi on m'a fait attendre 1 mois et demi sur un tarmac alors que l'opération, le massacre avait déjà commencé? Pourquoi on a demandé à l'armée française, vous attendez un peu avant d'y aller? Voilà, donc après, tu arrives au Rwanda, il y a déjà 1 mois et demi qui s'est passé. Tu arrives là-bas, ça sent le pourri partout où tu te déplaces parce qu'il y a des cadavres partout. Hôtel Rwanda, il en témoigne bien. Il y a des cadavres partout sur le bord des routes. Tu as 19 ans et demi, 20 ans, quoi. Voilà, il faut que tu vives après avec ça, avec ces images, avec c'est du choc de culture, hein, parce que les gens, moi, ce qui m'impressionne, je l'ai marqué dans le livre, c'est que malgré la détresse, malgré la souffrance, malgré la mort, malgré tout ce qu'il y avait, ils ont une humanité qui est ultra développée, quoi. C'est ça qui est hallucinant, c'est que moi, je les ai vus à Goma, au Zaïre. J'ai vu tout, je sais pas, peut-être il y avait, j'ai plus le souvenir, mais c'était des centaines et des centaines de personnes qui sont arrivées sur le tarmac de l'aéroport à Goma. Donc voilà, ça te rappelle des images que tu vois à la télé sur ce qui s'est passé en 39-45, où tu vois les gens qui arrivent et qui sont complètement léthargiques et qui subissent les situations. Et nous, en fait, on est là, ils viennent pour être protégés. Il y en a qui étaient coupés de partout à la machette. Il y a une épidémie de choléra qui s'est mise dessus. Mais en fait, il n'y a jamais eu de mauvais contact ni d'affrontement entre eux et nous. Pourtant, on avait de quoi se nourrir, nous, de quoi boire. L'aéroport était rempli de bouffe et d'eau, mais il n'y a jamais eu de vol, il n'y a jamais eu de confrontation. C'est là où tu te dis que c'est des gens qui viennent chercher de la protection. C'est ma vision de la chose, Alex, hein.
ils viennent chercher de la protection et en contrepartie, ils restent courtois et ils sont là, ils ne sont pas là pour nous taper dessus, ils sont là pour qu'on les protège et eux restent vraiment dignes et humains. C'est des témoignages qu'on a rarement, hein. Alors, c'est pas étonnant qu'on ait rarement ces témoignages, parce que d'un côté, il y a la grande muette, hein, qui a tendance à ne pas ouvrir assez face à des situations où elle devrait se lever. Et puis d'un autre côté, on a des médias qui sont tenus par des forces d'argent qui n'ont pas vraiment envie de montrer le dessous des cartes de ce type d'opération et de ce type de conflit. Alors on n'est pas là aujourd'hui pour rentrer dans le dessous des cartes, mais faire un parallèle entre ce que nous vivons, nous en Occident, euh, avec une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête, qui est celle de l'approvisionnement alimentaire complètement dépendant des flux énergétiques, des flux Internet, puisque progressivement, on voit bien que les producteurs locaux sont de moins en moins considérés. Hein, on les laisse crever sur l'autel des échanges commerciaux. Et donc, on est en train de rouler sans roue de secours. Hein. Pour autant, ce que tu as vécu, toi, à ton époque, ça pourrait très bien nous arriver de manière encore plus violente au regard du degré de non-préparation des populations aux crises qui privent les gens de leur normalité. Voilà. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Est-ce que tu partages cette analyse ou est-ce que tu modérerais? Là, je partage tout. Voilà, je partage totalement ton avis, dans le sens où, quand j'ai écrit ce livre, je reviens au livre, que je remets en fait les années 74 jusqu'à l'avènement de Mitterrand, quand il est arrivé. C'est là où en fait ont été mises en place la plupart des grandes surfaces. Donc à l'époque, c'était Mammouth. En 86, mon père s'est retrouvé au chômage, de gros problèmes d'argent et tout. Donc je volais dans des serres de paysans du coin et je ramenais à bouffer en volant des poireaux, des salades. J'avais, ouais, je sais pas, j'avais peut-être j'avais 12 ans ou 13 ans, quoi. Mais moi, je volais de la nourriture. C'était pour mes besoins. Il n'y avait pas. Après, je dis ça, mais il n'y avait pas de. On ne mourrait pas de faim, hein, mais je voulais apporter ma pierre à l'édifice, d'une certaine façon. Et en fait, quand j'ai enquêté sur ça, donc Martine Donnette m'a beaucoup aidé aussi par rapport à toutes ces vidéos, les enquêtes sur ce que les grandes surfaces doivent à l'État. 418 milliards, je crois, ça a dû évoluer. Rien que pour la région. Voilà, rien que pour la région PACA. Ouais. Et donc, quand tu fais le parallèle, il y a eu la loi Royer qui a été votée le 27 décembre 1973. Cette loi, en fait, elle disait qu'il fallait protéger tous les petits commerces et tous les, même les agriculteurs, quoi, en fait, parce qu'ils font partie du commerce de proximité par rapport, par rapport à cette grande distribution qui allait s'implanter. Ça n'a jamais été mis en place pour la simple et bonne raison que si les gens regardent la vidéo, ils vont vite comprendre. Au fur et à mesure que les années ont passé, que les grandes surfaces se sont dispatchées sur les territoires, la petite épicerie où il y avait Martine ou Paulette qui était là qui avait chez elle de la villageoise jusqu'aux tranches de jambon de l'agriculteur local, en fait, elle a fermé. Une fois que Martine elle a fermé, le boulanger il a fermé aussi, parce qu'à côté, la grande surface, il faisait du pain à 2 balles. Et puis, vu que plus personne allait chez le boulanger et chez Martine à l'épicerie, le service de la poste, il a fermé aussi, parce que plus personne allait à la poste, donc on a décentralisé la poste. Et une fois que plus personne allait sur la place du village, les cafés, les lieux de rencontre ont fermé aussi. Donc, le truc, c'est que ce que les gens, moi, j'essaye de leur faire comprendre, parce que mes conférences, souvent, partent de ce côté-là, en fait, je leur dis, vous êtes responsable de ce qui s'est passé. Vous êtes responsable. Mais c'est compliqué pour les gens d'accepter leur responsabilité. Moi, je l'ai totalement accepté, alors que c'était pas mes années, hein, c'était mes années d'adolescent. Mais comme j'ai dit à mes parents, vous êtes responsable des morts de village. Je veux bien entendre que les grandes surfaces, Leclerc, tout ça, tuent les commerces de proximité, les petits commerces et les agriculteurs, mais les primo-responsables pour moi, c'est tous ces gens qui se sont laissés
tu as employé le mot, dresser dans la norme. Voilà. Et dans un magasin où tu peux aller acheter du paquet de chewing-gum à la chaussette et de la chaussette à la tranche de beefsteak. Mais le jour où il n'y a plus d'approvisionnement, qu'il y a une panne, quelque chose, les grandes surfaces, les gens, ils ont un truc que moi j'appelle le syndrome du placard. J'ai fait pareil une petite comment dire, j'explique aux gens quand ils me disent non mais moi dans mon placard j'ai largement de quoi tenir une semaine ou deux. Je leur dis ouais c'est un syndrome du placard. C'est pas parce que vous avez un pot de Nutella d'1 kilo et un grand truc de pain de mie que vous allez tenir longtemps parce que au fur et à mesure qu'on a faim, ben, en fait il y a des addictions qu'on a. Là pour l'instant on s'en rend pas compte parce qu'on est nourri comme on veut, mais il y a des addictions qui sont pires que la clope. Si tu manques de sucre, tu deviens un fou. Et les gens, ils sont bourrés de sucre. Et donc, j'ai dressé un petit truc en expliquant, quand je dis aux gens, faites un peu de réserve, mais prenez des choses utiles, n'allez pas vous encombrer de ça ou ça. Ben, en fait, ils me disent, non, c'est bon, on a de quoi tenir. Alors qu'un supermarché qui est pillé, en 1h30, 2 heures, il est pillé. Et il n'y a plus rien à bouffer dedans. Et donc, ben, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que dans une situation de crise alimentaire comme ça, où on a vraiment un manquement certain de besoins, pas d'envie, de besoins vitaux, c'est-à-dire bouffer ou boire, ben en fait, on devient des animaux. Et on va chercher la bouffe où elle est. Et on va chez le voisin, qu'il ait ou pas des gosses. C'est ça le truc. C'est exactement ça. Une nouvelle fois, on ne prend pas en considération la physiologie. On s'attache à Ouais. penser qu'on est des êtres de raison, des êtres qui pensent. Donc on est beaucoup plus dans la psychologie. On ne prend pas assez en considération la physiologie, celle qui ne répond plus aux mêmes stimuli dès lors qu'elle rentre en crise. Un cerveau humain, quand il manque de sucre, il ne réagit plus de la même manière. Et il y a une étude qui a été faite sur des juges qui devaient examiner des libertés sous caution. Alors, avant qu'ils aient mangé, ils étaient extrêmement sévères. Après qu'ils aient bouffé, ça allait mieux. Ils étaient beaucoup plus tolérants. Donc, alors que là, on n'est quand même pas sur des petits sujets. On parle de juges qui doivent examiner la liberté d'une personne ou sa rétention. Donc, il est évident que nous ne prenons pas assez en considération depuis nos communes ces questions de besoins physiologiques. Et pour autant, comme on est dans un monde de plus en plus fou en termes de décisions politiques, je ne sais pas si tu as vu passer ça, Ludo, mais il n'y a pas si longtemps, l'Europe a passé une sorte d'alerte, comme elle pense, cette institution pouvoir se confronter à la Russie, elle alertait sur le fait que les populations européennes devaient disposer de 72 heures de réserve, toute réserve confondue, alimentation comprise. Moi, la question, et je pense que la question, tu la poses aussi, que mange-t-on à la 73e heure si effectivement nous ne disposons pas de réserves alimentaires dans les supermarchés, lesquels ont été dévalisés. On connaît parfaitement le comportement humain qui, dès qu'il est actionné par la peur de manquer, va stocker plus que de raison. La question de la 73e heure doit être posée à tous les préfets de France, à tous les maires de France, puisque là, le grand patron européen commence à tirer des signaux d'alerte. Donc, c'est là où je pense que ton approche, comme la mienne, puisque moi aussi j'ai parlé pas mal avec des gilets jaunes, on se rappelle que la brigade d'E-Crime, c'était des gilets jaunes qui en avaient marre de se faire défoncer pour un résultat qui était pas énorme, bien que il faut reconnaître que ce mouvement il fait reculer Macron et les fait sortir de la tirelire 10 milliards. Ça c'est rarement dit sur les plateaux télé. Mais Thomas Porcher, économiste, le rappelle bien. Mais toujours est-il que malgré tout, au regard du massacre que ça a été et des traumatismes, des syndromes post-traumatiques de certains gilets jaunes, on peut estimer que la stratégie, s'il y en avait une, n'était pas si efficace.
Alors que donc les brigades d'e-crime, elles, ont réussi à faire infléchir, plus que de raison, jusqu'aux procureurs de la République qui ont été alertés sur ce manque de résilience alimentaire. Tous les procureurs de France. Donc, je pense que là où on se rejoint, c'est qu'au niveau tactique, tant que les ventres diront l'inverse de la tête, je parle de la tête des pseudo-révolutionnaires, je parle de la tête de ceux qui disent qu'il faut la fin du nouvel ordre mondial, je parle de la tête de ceux qui disent non, non, mais il y a un grand méchant monde et on va le détruire et tout ira mieux. Tant que leur tête dira ça, mais que le ventre sera rempli des marques industrielles qui font la puissance des lobbies, lesquels lobbies on les retrouve à Bruxelles pour décider des grandes orientations de la politique des pays européens, tant que les ventres diront le contraire de la tête, on n'ira pas bien loin. On n'ira pas. Non, on n'ira pas loin. On n'ira pas loin parce qu'en fait, comme tu disais, le cerveau, en fait, le côté reptilien n'est pas activé. Il n'y a pas de détresse. Étant donné que tu as à bouffer, il n'y a pas de détresse vitale. Donc, en fait, les gens, une fois qu'ils rentrent chez eux, qui sont devant leur télé de 150 cm, ben, en fait, ils sont contents. Même s'ils bouffent de la merde, l'essentiel qui, en fait, moi, j'appelle télé et téléphone, j'appelle ça maintenant, depuis pas longtemps, les matons du peuple. Voilà. La télé et le téléphone, c'est les matons du peuple. Tant que les gens ne décrocheront pas, je discute avec beaucoup de personnes, dans les conférences, je le dis, il y a une dame qui m'a interpellé une fois, je lui ai dit, si vous voulez faire plier le gouvernement, la chose, elle est simple. Vous n'allez plus dans les grandes surfaces, juste un week-end, vendredi, samedi et le dimanche, parce que maintenant, tout ouvre le dimanche. Et elle me dit, ouais, mais ça ne va rien changer. J'ai dit, je pense que ça va changer pas mal de choses, dans le sens où Édouard Leclerc, ou Intermarché, Carrefour, Casino, ils en auront peut-être marre le samedi et le vendredi de payer des employés à plus rien ranger dans les rayons parce qu'il n'y a plus rien qui sort. J'explique aux gens, passez un week-end complet, vendredi, samedi, dimanche, à pas utiliser votre carte bleue. Juste ça. C'est des choses toutes simples. Mais les gens, ils me disent, ouais, mais non, quand même, un week-end complet. Et c'est là où j'en reviens à la docilité. Je dis, on vous a confiné pendant 2 mois à la maison. Tout le monde était heureux, presque. Il y en a qui ont souffert, il y en a qui n'ont pas souffert. Je vous demande juste un week-end de faire un essai. 64, pas 64 millions, mais 50 millions de personnes qui ne vont pas dans les supermarchés pendant un week-end par mois ou 2 week-ends par mois, je pense que ça fera du mal à la grande surface. Parce que le patron de la grande surface, il va dire, bon, va peut-être falloir changer les choses. Et c'est là où il faut être stratégique et de dire, ben, une fois que les grandes surfaces sont en alerte, c'est là où il faut faire venir en fait les mouvements agricoles et dire, soit on continue ça, c'est-à-dire que c'est un week-end, puis 2, puis 3, puis 4 week-ends, et la semaine, ben, les gens, ils iront peut-être faire les courses ou pas, mais le week-end, personne ne sort, parce qu'on sait comment fonctionnent les grandes surfaces. Il y a des galeries marchandes, et c'est tout un panel de consommation. Plus personne ne sort tant que vous ne prenez pas les produits locaux. Si les gens prennent des produits locaux, ça va faire grossir les exploitations. Si ça fait grossir les exploitations, ça grossit en fait tout le système alimentaire. Et dès l'instant où la personne mange quelque chose de sain, je ne parle pas de conventionnel, Alex, hein, je parle vraiment de quelque chose de... Le bio est vraiment compliqué à tenir, mais une agriculture raisonnée, quelqu'un qui mange sainement, ben forcément son corps, il est vachement plus sain. Si son corps est beaucoup plus sain avec moins de douleurs, il y a moins de problèmes émotionnels et psychologiques, et on arrive à réfléchir peut-être un peu plus par nous-mêmes. Voilà le truc que moi je voulais dire, quoi. Bah, tout est lié. C'est pour ça que la 73e heure est un super indicateur. La 73e heure de stock alimentaire qui n'est pas trouvable à ce stade, hein. Ou alors avec de telles disparités, tu vas te retrouver effectivement avec des régions qui ont énormément, puis d'autres qui sont complètement pauvres. Donc c'est une moyenne. La 73e heure aujourd'hui n'est pas tenable. C'est-à-dire que tu peux pas re-remplir en cas de très grosse crise qui bloquerait les chaînes d'approvisionnement mondialisées. Tu n'es pas capable de remplir ton sac de provisions en local. Donc le sujet de la gestion de crise émotionnelle, le sujet de l'alimentation, c'est des sujets connexes. Pourquoi? Parce que là, on a parlé de choses quand même assez anxiogènes, je dirais, plutôt angoissantes. Et pour autant,
il est possible, à travers la festivité, à travers les événementiels, à travers justement des fêtes conscientisantes, des fêtes où on peut parler de choses sérieuses un petit peu et continuer à faire la fête justement avec des produits locaux, on arrive à activer une nouvelle fois, de façon physiologique, euh, des, euh, des envies, des élans, des capacités à comprendre l'intérêt de reproduire ces fêtes, de reconsommer local et d'embarquer avec soi, avec cet élan-là, des producteurs locaux. Ce qui d'ailleurs va très très bien, hein, pour les projets alimentaires territoriaux. Si vraiment c'est pas juste une publicité mensongère. Donc euh, c'est en ça où ton approche, toi, tu as fait un livre, mais tu fais aussi des conférences. Est-ce que tu peux nous en parler et comment qui pourrait te contacter et comment? Alors, les conférences, n'importe qui peut me contacter. Les conférences, moi, c'est vraiment lié. La conférence, quand les gens partent de la conférence, je leur donne énormément d'outils. C'est-à-dire que moi, la conférence, j'arrive, je balance tout. Je balance pas comme ça. Elle est vulgarisée, c'est-à-dire que je fais au maximum attention à ce que tout le monde comprenne, parce que certaines personnes ont plus de mal que d'autres, ou d'autres comprennent plus vite. Donc, je parle beaucoup d'énergie, je parle beaucoup d'introspection, et ensuite, voilà, pour moi, la conférence commence comme ça, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir un monde paisible? Moi, pour moi, oui, c'est possible. C'est possible, mais il faut connaître les 4 énergies principales qui nous animent. C'est celle qui m'anime moi, hein. C'est l'énergie créative, l'énergie émotionnelle, l'énergie communicative et l'énergie sexuelle. Si une des 4 est défaillante, je pense que les autres, je pense pas, j'en suis sûr, les autres ne fonctionnent pas correctement. Sans communication, il ne peut pas y avoir de créativité ni d'émotion. Voilà, les 4 sont liés. Les 4 sont liés. Une énergie maintenant que moi je me suis aperçu il n'y a pas si longtemps que ça, c'est l'énergie musicale. Pour moi, l'énergie musicale, c'est pareil, ça permet énormément de choses. Ça permet de penser, ça permet de s'évader, ça permet de se poser, ça permet aussi, comme tu parles de festivité, d'être ailleurs et d'être en joie tout le temps parce que voilà, c'est une énergie en fait qui transforme. Toutes ces 4 énergies-là, maintenant la 5e que j'ai rajoutée, c'est de l'endorphine, c'est de l'ocytocine, c'est la sérotonine, c'est tout ce qui nous maintient en alerte, qui nous maintient joyeux, qui nous maintient vivants, quoi. Et il faut, moi, la conférence, c'est juste, j'explique aux gens, on est là pour vivre notre vie, pas celle du voisin ni celle des autres. Donc c'est à nous, en fait, à rendre opérationnel ce système émotionnel, chacun là, ce système émotionnel, et de ne pas essayer de rentrer dans la tête des gens pour leur faire entendre ou leur faire comprendre ce qu'on a envie. C'est nous, d'abord, on a des besoins, ensuite on a des envies, les envies ne sont pas prioritaires, les besoins sont prioritaires, donc ce système émotionnel, moi, je parle de nourriture, je parle de repos, je parle d'échange, je parle de tout ça pour en fait expliquer que si on arrive à être opérationnel avec un système émotionnel à 100%, on avance tranquillement. Ok. Donc, là, les dernières conférences que tu as faites, on en ressort comment? Qu'est-ce qui se passe avec les gens? Est-ce que ça les impressionne? Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, ça les impressionne beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui pleurent. Alors, il y a beaucoup de gens qui pleurent parce que j'amène les gens. C'est une conférence qui est impactante. Les retours que j'ai eus, c'est très impactant parce que j'amène les gens en fait à comprendre leurs responsabilités. Voilà. Moi, je suis responsable de plein de choses, comme je leur dis. J'accepte ma responsabilité. On n'est jamais responsable à 100%. On est toujours responsable d'une partie de ce qui nous arrive. Voilà. Qu'on soit ou pas fautif de ce qui nous arrive. On est responsable. Et les gens ressortent grandis. J'ai beaucoup de retours positifs. Et moi, je suis fier de moi parce que quand j'ai commencé les conférences, j'étais un peu timide, j'étais pas trop sûr et tout. Et puis plus tu avances et plus dans ta tête et dans ton âme, hein, dans ton corps profond, en fait, j'ai une certitude, c'est que c'est les émotions qui dirigent tout, quoi. C'est les émotions qui nous font vivre, c'est les émotions qui nous font avancer. Donc je sais que je suis sur le bon chemin depuis plus de 6 ans, 7 ans.
je suis sur le bon chemin, je performe de plus en plus là-dedans parce que je vis avec des défis, quoi. Je vis avec des défis et je suis un être humain comme tout le monde. Et je suis ici pour être humain, quoi. Et l'humanité, je pense que c'est primordial. Et l'humanité, pour l'atteindre, il faut avoir ce système émotionnel développé, quoi. Ultra développé. Ludo, pour conclure cette vidéo, euh, comment déjà on te contacte? C'est par un site Facebook, c'est par une page Facebook, un site internet, comment ça se passe? On peut, ouais, voilà, on peut me voir, on peut me trouver sur Facebook. Sur Facebook, ben, les gens tapent Ludovic Rouquette, ils vont tomber sur moi. De toute façon, ils reconnaîtront mon visage. Et après, ben, si moi, après, je peux me. Un peu flou tout le long, parce qu'il n'y avait pas une super connexion internet, mais bon, oui, il y a des moments où on te reconnaît. Ludovic Rouquette, Voilà, non, R-O-Q-U-E-2-T-E. voilà, et après, ben, ils me contactent. Et puis, moi, après, ben, je leur donne mes conditions, comment ça fonctionne et tout, et je me déplace. Je me déplace partout en France. Partout. Ok. J'aimerais que tu nous donnes le mot de la fin. Le mot de la fin, ben, je vais en donner trois. Ténacité, patience et force d'âme. Merci Ludo.